et bienvenue dans votre 22h du vendredi. Ce soir, c'est le dramaturge et metteur en scène Olivier Py qui refait la semaine avec nous. À 22h30, Jean-Marie Colombani invite Romain Goupil et Dominique Meyer. Et à 23h, les amoureux de la bande dessinée ont rendez-vous avec Jean-Philippe Lefebvre et Amande de Bulle. Ce soir, avec Olivier Py, nous allons commenter l'actualité du jour et de la semaine. Et d'abord, le naufrage des Bleus, qui sera notre feuilleton de la semaine. L'équipe de France de football est rentrée la tête basse d'Afrique du Sud. Son fiasco à la Coupe du Monde est devenu un enjeu politique. Le ministre du Travail, Éric Woerth, ex-ministre du Budget, totalement empêtré dans l'affaire Bettencourt. Le juge Couroy affirme aujourd'hui que le parquet de Nanterre avait prévenu le fisc dès janvier 2009 de possibles fraudes fiscales de la milliardaire. Le G20 débute demain à Toronto, au Canada. Au menu, un affrontement entre la rigueur voulue par l'Europe et la relance par la consommation prônée par les États-Unis. Et pour le reste de l'actualité du jour, voici le tour de l'info en images préparé par Fabrice Cunet. Au lendemain de la mobilisation contre la réforme des retraites, François Fillon s'est montré sourd aux appels de la rue. Pas question de retoucher son projet dans ses grandes lignes. La porte reste seulement ouverte sur le cas des polypensionnés ou de la pénibilité. Tollé parmi les syndicats et l'opposition qui parlent d'une fin de non-recevoir au mécontentement des Français et promettent de maintenir la pression tout l'été. Le jugement dans le procès de Jérôme Kerviel sera rendu le 5 octobre prochain. Après 3 semaines de débats, difficile de départager l'ex-trader et son ancienne banque, la Société Générale. Jérôme Kerviel a-t-il agi seul à l'insu de sa hiérarchie? Le doute persiste. Poursuivi pour une perte de 5 milliards d'euros en 2008, le parquet a requis jeudi 5 ans de prison, dont 4 fermes. Journée importante pour l'avenir du Monde. La Société des rédacteurs du quotidien doit voter pour l'un des 2 projets de reprise. Berger, Pigasse, Niel d'un côté ou Perdriel, Orange et Prissa de l'autre. Son bureau a déjà donné son appui au premier dossier par 11 voix contre 12. La préférence des autres actionnaires et des différentes sociétés de personnel doit être connue avant lundi. Le conseil de surveillance entérinera alors le choix du repreneur. 4 ans, jour pour jour, le franco-israélien Gilad Shalit est retenu en captivité depuis 4 ans dans la bande de Gaza. Enlevé par un groupe islamiste palestinien, le soldat de 23 ans n'a plus donné de signe de vie depuis près de 10 mois. Le Hamas réclame toujours un échange avec des centaines de Palestiniens détenus par Israël. Tous deux se rejettent la responsabilité de l'échec des négociations. Bonsoir Olivier Py. Bonsoir. Auteur de pièces de théâtre, metteur en scène, acteur, chanteur, danseur, décorateur, scénographe, cinéaste, professeur, vous avez vous avez de multiples cordes à votre arc. Depuis 2007, vous dirigez le Théâtre National de l'Odéon. Alors les spectateurs du Festival d'Avignon de 1995 n'ont sans doute pas oublié votre Servante, histoire sans fin d'une durée totale de 24 heures. Le Visage d'Orphée en 1997 en faisait 9 et l'Apocalypse joyeuse en 2011. Pour vous, le théâtre s'inscrit dans l'actualité, c'est une agora. Les spectacles vous servent aussi à traiter des problèmes qui vous agitent. En 1999, par exemple, Requiem pour Srebrenica dénonce la lâcheté de l'Occident face à la guerre entre la Bosnie et la Serbie. Vous avez aussi fait une grève de la faim avec Arem Mnouchkine pour protester contre cette lâcheté de la communauté internationale. Alors ensemble, on commente l'actualité. L'actualité du jour, c'est la réforme des retraites avec la conférence de presse de François Fillon qui reste droit dans ses bottes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne réforme que propose le gouvernement ? Je pense qu'on ne peut pas avoir de réponse univoque. D'abord, c'est toujours extrêmement triste quand des acquis sociaux sont contraints, je pense, par la réalité, à être remis en cause. C'est plus que triste, c'est vraiment tragique. Mais il y a une réalité, elle est ce qu'elle est. Je crois qu'il ne se passe pas rien aujourd'hui. Il y a un dialogue à construire. Je doute quand même que la gauche dans son ensemble et les manifestants veuillent simplement avoir une position immobiliste.
Je crois qu'ils ont conscience qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, parce que sinon c'est les jeunes qui vont payer. Ça, personne ne le veut non plus. La population française aussi, en majorité, est pour une réforme. Je crois. Mais alors il ne faut pas qu'elle se fasse n'importe comment. Il faut qu'on prenne vraiment en compte la pénibilité de certains métiers. C'est pas exactement pareil d'être maçon et de travailler dans un bureau. C'est pas pareil physiquement. Prendre en compte le début aussi de l'entrée dans la vie active. Alors je pense qu'il faut que ça se construise vraiment de manière très concertée, la plus concertée possible. Vous êtes prêt à travailler jusqu'à quel âge? Moi jusqu'à la fin, le plus tard possible. Alors le feuilleton de la semaine, c'est l'épopée lamentable pour certains de l'équipe de France. Mutinerie, bagarre, élimination. Le comportement des Bleus en Afrique du Sud pendant la Coupe du Monde de football a consterné le pays tout entier. Et la classe politique dans son ensemble s'est emparée du dossier, en commençant par Nicolas Sarkozy. Élise Ecardi refait le film pour nous. La semaine a commencé par une reprise du travail. Dimanche, les Bleus avaient fait grève, refusaient de s'entraîner en signe de protestation contre le renvoi de leur coéquipier Nicolas Anelka, après une altercation avec leur entraîneur. Lundi, ils acceptent donc de reprendre l'entraînement. Je suis venu car de toute ma vie, je n'ai jamais vu une chose pareille dans une Coupe du Monde. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le monde entier se tourne vers les Bleus? Mais parce que c'est un peu comme regarder un jardin d'enfants et c'est drôle. Les Bleus sont nuls, lamentables ou consternants. La presse rivalise d'inventivité dans les qualificatifs. Le caprice des Bleus prend une tournure politique. Il n'y a pas de vision du jeu, il n'y a pas de stratégie et il n'y a pas de leader. Donc à partir de là, c'est du n'importe quoi. L'image que nous avons donnée, elle est pitoyable. Elle est très très triste. Elle va au-delà du football. Nous sommes enthousiasmés pour la génération Zidane. Nous sommes légitimement écœurés par la génération Kaira. Sur demande de l'Elysée, la ministre des Sports est restée sur place. À la sortie de sa rencontre avec l'équipe de France, elle livre une conférence de presse déroutante. Je dis, le secret de demain, il n'est pas dans vos jambes. Il est dans votre cœur. Il est dans votre âme. Ils m'ont applaudi et ils ont pleuré. Mais l'émotion de la ministre n'aura pas suffi. Mardi, c'est la débâcle. Humiliation suprême, défaite 2-1 contre l'Afrique du Sud. Les Bleus sont éliminés au premier tour. Mercredi, la ministre de retour en France change de ton devant les députés. Le gouvernement a décidé de prendre toutes ses responsabilités. D'abord en prononçant et en faisant faire une analyse approfondie, un audit externe, car ceux qui ont failli ne peuvent pas piloter cette analyse, ils ne peuvent pas faire leur cuisine sur leur petit feu. On parle démission, limogeage à la fédération. En fin d'après-midi, l'Elysée commence à s'en mêler ouvertement. Sont convoqués le Premier ministre, la ministre et la secrétaire d'État Ramayad. Jeudi, retour des joueurs en catimini à l'aéroport du Bourget. Thierry Henry a rendez-vous à l'Elysée, en lieu et place de plusieurs ONG. Nous sommes très inquiets sur le message qui nous est envoyé sur la priorité dans l'agenda du président de la République à la veille du G8, G20 de Toronto, le jour où quand même des milliers et des milliers de Français vont aussi aller faire part de leurs inquiétudes dans la rue aujourd'hui. Car ce jeudi, c'est aussi jour de grève. Et entre deux slogans pour les retraites, ce rendez-vous de l'Elysée fait encore parler. Moi, Thierry Henry à l'Elysée, ça me choque. Et j'ai vécu ça comme une forme de mépris vis-à-vis des manifestants. Et aujourd'hui, il aurait mieux fait de recevoir les organisations syndicales et même l'opposition. C'est presque un pied de nez à tous ces Français qui sont dans la rue. La classe politique n'en finit plus de s'emballer. Nicolas Sarkozy a annoncé des états généraux du football. Des députés demandent une commission d'enquête. Le gouvernement, lui, a enfin reconnu ne pas avoir le pouvoir de limoger le président de la fédération, Jean-Pierre Escalette. Voilà, alors il va y avoir des états généraux du football, des commissions d'enquête parlementaires, audition de la ministre des Sports par l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Est-ce que vous ne trouvez pas que la classe politique en fait un petit peu trop? Ou est-ce que c'est vraiment un enjeu, une affaire d'État Vous ne trouvez pas que les journalistes en font aussi un petit peu trop? Non mais excusez-moi, mais il y a quand même quelque chose de très moche dans cette affaire. C'est qu'on a l'impression qu'il y a une bulle de spéculation symbolique, en quelque sorte, qui s'est construite sur le foot et qui mélange les médias, le foot, le fric et la politique. Et quand cette bulle éclate, ça crée ce déversement de fiel. Ce déballage. Il y a quand même des choses beaucoup plus graves, évidemment, que ce qui se passe là. Mais ce qui est grave,
et c'est la chose qui devrait être pointée dans cette crise qui en est une, c'est cette incestueuse relation entre les médias, l'argent, le politique et le sport. Alors ça, j'aimerais bien que ça soit dit à la faveur de cette crise, que le sport redevienne le sport, que la politique, on en fasse un peu moins avec des images, de la démagogie, des liens avec des footballeurs, et qu'on le fasse un peu plus avec des idées. S'il peut sortir un tout petit peu de cette crise, cette idée que la politique doit revenir à la politique, que le sport doit revenir à la sport, et que vous devriez faire votre métier avec un peu moins de liens incestueux avec le monde de l'argent et du sport. Alors, on va voir ce qu'en disent les journalistes des autres pays. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Caroline. Vous êtes le chef des informations à Courrier International et on vous a invité pour que vous nous fassiez une revue de presse en quelque sorte mondiale des réactions aux quatre coins de la planète à ce fiasco des Bleus. Alors voilà, pour répondre un peu à Olivier Py, ce qui est assez incroyable dans cette histoire, et ça m'étonne toujours, c'est l'incroyable résonance, caisse de résonance des médias d'une part, et d'autre part qu'une affaire au fond assez franco-française, une affaire d'État peut-être, enfin franco-française, eh bien déborde comme ça sur nos voisins étrangers et sur la presse internationale jusqu'à en faire la une. Je vous ai sélectionné, comme on le fait si bien à Courrier International, 6 unes de la presse internationale qui sont parues ces 2-3 derniers jours. On va les regarder ensemble les unes après les autres, et vous allez voir que c'est assez impressionnant. On va commencer, si vous le voulez bien, par El País, qui est le grand quotidien espagnol madrilène, bien sûr, qui titre en une, je sais pas si on le voit, avec un Ribéry à moitié nu et qui a l'air franchement d'un repris de justice, la France indigne de la France. Et puis on va aller au Brésil, où alors là pour le coup c'est un peu vengeance à hockey choral, puisque O Globo, le grand quotidien brésilien, voilà, titre en une, regardez bien, nous ne pleurons pas pour toi, France. Ils n'ont pas oublié le et 1, et 2, et 3-0. Voilà, ils n'ont pas oublié. De Morgan, journal belge, francophone, bruxellois, qui titre Le blues des Bleus. Je trouvais la une assez belle, et surtout assez graphique. La Tribune de Genève, bien sûr, qui titre, il est en français dans le texte, j'ai pas besoin de vous le traduire, la France humiliée, gros nettoyage en vue, avec éditoriaux, pages à l'intérieur. Encore une fois, ça me fascine. Et je vous ai réservé les plus cruels pour la fin, bien sûr, ceux qu'on a éliminés. Souvenez-vous, c'était en Irlande, il y a quelque temps. Ceux à qui on a volé la qualification. Ceux qui on a volé la qualification, exactement. The Irish Times, pour commencer, qui titre une Coupe du Monde cauchemardesque, qui se termine sans gloire, qui parle de tour de farce, qui traite les Bleus de misérables, et qui, évidemment, met en une Thierry Henry, le fameux, la fameuse main de Dieu. Et donc, et le Irish Examiner aussi, qui est un autre grand quotidien irlandais qui a ce titre magnifique, et en français, avec Thierry Henry de dos, Justice poétique. C'est presque pour vous, Olivier Py. Oui. Titre de la presse. Donc la presse internationale est aussi sévère que la presse française? Non seulement elle est sévère, mais ce qui est aussi incroyable, c'est le nombre d'éditoriaux et de commentaires qui en fait débordent du journalisme pour passer carrément à l'attaque frontale vis-à-vis de la France. Vous aviez raison. En fait, le football mêle le symbolique et la réalité. Et la place géopolitique de la France? Exactement. Vous avez par exemple toujours le Irish Independent qui explique que c'est la France comme en l'an 40, c'est-à-dire qui fait de la séquence mutinerie de l'équipe, capitulation le lendemain ou le surlendemain face à l'Afrique du Sud, exactement la même séquence que mutinerie du gouvernement Reynaud et puis plein pouvoir à Pétain et capitulation ensuite face à l'Allemagne. C'est quand même assez fort. C'est probablement le plus violent que j'ai lu. Mais vous avez dans tous les pays du monde des gens qui ont des revanches à prendre sur la France, des revanches historiques ou même des revanches tout court, comme par exemple le pays d'Ouagadougou, nos anciennes colonies, qui explique que l'équipe de France a touché le fond et le très fond, et qui surtout prend le malin plaisir de dire, et on les comprend presque, qu'on a l'impression que l'équipe de France est dans un état de république bananière. Faut pas oublier que c'était un petit peu ce qu'avait dit un de nos ministres à propos de ces pays, et ce qu'on a l'habitude de penser en France de ces pays d'Afrique de l'Ouest et de nos anciennes colonies. La presse en entier, dans internationale, notamment les Italiens qui s'y sont donnés un cœur joie, il faut pas oublier non plus. Qui viennent d'être éliminés aussi. Aussi, mais qui comme d'une... Voilà, oui, vous aussi, vous vous mettez à vous venger. Non, mais c'est vraiment, encore une fois, pour reprendre ce que vous disiez, c'est le foot, et visiblement, c'est au-delà de ce que... c'est symboliquement au-delà de ce que ça représente. C'est plus un jeu, c'est devenu un enjeu de pouvoir national, et c'est peut-être presque dangereux. Juste un mot sur le fait que Nicolas Sarkozy ait reçu Thierry Henry en pleine manifestation contre la réforme des retraites dont on parlait, et alors qu'il devait recevoir des ONG pour parler du G8 et du G20, et il a préféré recevoir Thierry Henry. Vous en pensez quoi? Je pense que c'était pas une bonne idée politiquement, à vrai dire. Je voudrais dire quelque chose. Il s'est passé hier, dans le monde du sport, un match de tennis à Wimbledon. Qui a duré 11 heures. À pleurer d'émotion. Dans lequel vraiment l'humanité est représentée dans ce qu'elle a de plus beau. C'est exactement le contraire de ce qui s'est passé dans le foot. Pratiquement aucune chaîne française ne l'a retransmis pour des raisons contractuelles, évidemment.
Ouais. Alors là, je dis, il y a quelque chose de pourri dans le monde du foot et des médias. Merci Anthony. Merci à vous. On passe aux personnalités qui ont marqué la semaine. C'est la chronique de Simon Barbarie. Quand la femme de l'ex-ministre du Budget travaille pour la femme la plus riche de France, les soupçons de conflit d'intérêts arrivent tôt ou tard. Mis en cause par des écoutes téléphoniques clandestines, Éric Woerth se défend d'avoir fermé les yeux sur l'évasion fiscale de Liliane Bettencourt ou encore d'avoir reçu de l'argent de la part de la milliardaire. Aujourd'hui, le parquet de Nanterre assure avoir alerté Bercy sur la situation financière de l'héritière de L'Oréal. De son côté, le porte-parole du ministère affirme avoir lancé un contrôle fiscal, mais sur l'amant de Madame Bettencourt, Jean-Marie Bagné. Je t'aime moi non plus, un refrain qui résume assez bien les relations entre François Bayrou et Nicolas Sarkozy. Le Béarnais semble avoir mis de l'eau dans son vin, exit l'antisarkozysme tout azimut. Après 2 rencontres en moins de 2 mois à l'Elysée, c'est sur ces terres que le président du MoDem accueille le chef de l'État. Pas question pour le moment de parler de rapprochement, François Bayrou le jure, il reste un opposant. Allez, allez, on y va, on licencie, on brime, on mute sans le moindre état d'âme. France Inter, écoutez l'indifférence. C'en est fini de l'humour corrosif sur France Inter. Stéphane Guillon et Didier Porte ont été licenciés cette semaine. Épinglant régulièrement la classe politique par des mots crus, les 2 trublions ont eu raison de la patience de Jean-Luc Hess. Le patron de Radio France, nommé par le chef de l'État et lui-même sujet de moqueries de la part des 2 humoristes, a dû se justifier cette semaine de la totale indépendance de sa décision. Colère de Barack Obama, le président américain n'a pas apprécié les propos tenus par le général McChrystal dans le magazine Rolling Stones. En visite à Paris en avril dernier, le commandant des troupes en Afghanistan s'était laissé aller à des confidences explosives. Critiquant ouvertement l'administration Obama, l'officier a vu la riposte immédiate de son président. Démis de ses fonctions, il est remplacé par le général Petraeus. Bonsoir Olivier de Lagarde. Bonsoir Caroline. Alors vous, la personnalité que vous retenez cette semaine, c'est Éric Woerth. Et Éric Woerth, il ne souriait déjà pas beaucoup. Le Buster Keaton du gouvernement, eh ben, ça ne devrait pas s'arranger. D'ailleurs Caroline, il y a un signe qui ne trompe pas. Quand le Premier ministre prend quasi quotidiennement votre défense en public, eh bien comme on dit à Bercy, ça sent le sapin. Et pourtant, jusque-là, Woerth avait fait pratiquement un parcours sans faute. Son image de droupie sérieux fonctionnait à merveille dans l'opinion publique. Et puis surtout, vu le contexte. Parce que Woerth, qu'est-ce que c'est? Woerth, c'est l'antifrime, une sorte de François Fillon en encore plus triste. Pendant toute la période bling-bling du quinquennat, on l'a pas vu, il ne s'est révélé que quand les difficultés ont commencé, jusqu'à se voir confier la grande réforme du quinquennat, celle des retraites. Et il ne s'en sortait pas si mal jusqu'à ces dernières semaines. Certains lui prédisaient même un avenir de Premier ministre. Seulement voilà, un coup de main à sa femme, plus une décoration malencontreuse accrochée au revers du patron de sa femme, plus une amnésie de ses services sur les comptes en Suisse de l'héritière L'Oréal. Résultat, il va avoir bien du mal à se relever des soupçons de délit d'intérêt. Qu'est-ce que vous voulez? Il était un petit peu le Aimé Jacquet de la politique. Il est en train de devenir son Domenech. Et c'est une histoire triste parce que, comme le disent les girls de Liliane Bettencourt à longueur de pub, Woerth à Matignon, probablement, il le valait bien. Olivier Pic, quelle est la personnalité que vous retenez, vous, cette semaine? Ah, Obama. On a pu croire à un certain moment qu'on serait déçu, tout simplement parce qu'il n'a pas immédiatement fait ce qu'on attendait. On se rend compte au contraire que c'est un grand stratège, et le geste qu'il a fait est probablement un geste stratégique. Limoger le général McChrystal, vous voulez dire? Oui, très certainement. Il montre qu'il veut probablement en finir avec cette guerre. Et voilà, je trouve sa façon d'agir absolument magnifique, pleine d'humilité. C'est un prophète patient. Voilà, vraiment la classe politique peut vraiment s'inspirer de cet homme qui a tout pour faire du bling-bling et qui n'en fait pas. Merci beaucoup Olivier de Lagarde. On va voir comment la toile s'empare de la vie politique. C'est la chronique de Tam Tranui. La ségosphère s'offre un lifting avec un nouveau désir d'avenir. Il faut dire qu'il était temps. La précédente version, kitsch, un peu amateur et très chère, était la risée du web. Ça valait bien un site à 41 860 € pour dire tout ça, que je suis pas contente. Et pour les slogans, rien de plus simple, il suffit de mélanger les hits d'hier et l'ambition de demain. Dans l'équipe de Sego, on est définitivement passé de la catégorie amateur au niveau pro.
Dans la famille professionnelle qu'on verrait bien repasser en amateur, j'appelle l'équipe de France. Grâce à la faute à Domenech, les déçus des Bleus peuvent en infliger quelques-uns à leur sélectionneur. Encore plus sophistiqué, ce Football Story. Le générique fait pro, le présentateur très BCBG, mais le contenu n'est qu'une vaste blague. 24 joueurs face à un sélectionneur enfermé dans un palace à 500 € la nuit. À défaut d'être des étoiles du ballon rond, les Bleus sont bel et bien les stars du web. Enfin, parmi les stars malgré elles, voici la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux, Super Crapule. Il y a quelques jours, France 5 et son site lançaient une vidéo qui devait expliquer avec décalage la nouvelle loi Hadopi. Une lettre recommandée. Même pas mal, car je suis invulnérable. Le souci, c'est que la vidéo prend même des libertés avec la loi. Depuis, le film a été retiré, mais le web continue d'en faire ses choux gras. Voilà Super Hadopi cloué au pilori. Tel est pris qui croyait prendre. Je déteste les mecs qui tirent sur mon slip, c'est très désagréable. Alors Olivier, puis jusqu'à dimanche au Théâtre National de l'Odéon est organisé un festival de jeunes compagnies. Vous donnez leur chance à cette compagnie, cette jeune compagnie. Le théâtre pour vous a un rôle social ? Certainement. Je préfère dire nouvelle compagnie parce que je crois que le talent, l'invention n'est pas une question physiologique, donc il y a des jeunesses de tous âges. Mais un rôle social, oui, bien évidemment. Je dirige le théâtre de l'Odéon qui est le théâtre de l'Europe. Nous voulons, toute l'équipe veut en faire un lieu de rencontre, un lieu de débat, pas simplement un supermarché de spectacle, ça c'est certain. Alors qu'est-ce qu'on peut découvrir par exemple jusqu'à dimanche ? Alors on peut encore découvrir une pièce d'Anok Levin qui joue encore donc demain, qui est un très 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 grand poète israélien. La pièce s'appelle Job. Et aux Ateliers Berthier, c'est-à-dire dans le 17e arrondissement, la deuxième salle de l'Odéon, une création qui s'appelle Chez les Nôtres et qui parle du destin de la gauche dans les 10 dernières années. Alors, juste un mot peut-être de la sélection de la prochaine saison, d'un spectacle qui va arriver à la rentrée ? Oui, écoutez, moi-même, je mettrai en scène une pièce sur François Mitterrand, ce qui a pu surprendre. J'essaie de m'attaquer au genre historique. C'est pas une pièce politique ni politicienne, mais c'est une méditation sur les rapports entre le pouvoir et la mort. Bien, alors on ira voir ça à partir du mois de septembre ? Non, un petit peu plus tard. Celle-là sera créée au mois de janvier. Très bien. À noter dans l'agenda de la semaine prochaine, et dès demain d'ailleurs, samedi, Conseil national du MoDem sur les retraites. Lundi, légalisation des paris en ligne sur le poker. Et puis à partir de lundi et toute la semaine, deuxième lecture de la réforme des collectivités territoriales au Sénat. Un texte très important. Et puis dès demain, les 20 premières économies mondiales sont attendues à Toronto, au Canada, pour le G20. Il y avait d'abord le G8 aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes avec Bénédicte Hermelin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la vice-présidente de la Coordination Sud, un collectif d'ONG. Vous deviez d'ailleurs être reçue par Nicolas Sarkozy hier à l'Élysée. Mais donc il a préféré, comme on l'a vu tout à l'heure, recevoir Thierry Henry. Vous lui auriez dit quoi si vous l'aviez vu ? Ce que nous souhaitions lui dire, c'est lui rappeler qu'il y a 3 milliards de pauvres sur la planète, c'est-à-dire à peu près la moitié de la population mondiale. C'est lui rappeler qu'il y a toujours 9 millions d'enfants de moins de 5 ans qui tous les ans meurent parce que ils n'ont pas accès aux soins, tout simplement, dans les pays les plus pauvres. Et puis on voulait lui rappeler qu'il y a désormais un peu plus d'1 milliard de personnes qui souffrent de la faim. Et on voulait lui rappeler aussi qu'il y avait des engagements qui avaient été pris au G8 de l'Aquila, au G8 de Gleneagles, et qu'il serait temps que ces engagements soient pris de façon à venir en aide aux pays pauvres. Oui, alors là, l'enjeu apparemment de ce G20, c'est choisir entre rigueur et relance par la consommation, un peu la thèse européenne contre la thèse américaine. Vous préférez laquelle ? La question pour nous n'est pas, puisque nous sommes des ONG de développement, la question pour nous n'est ni la rigueur, ni la relance de la croissance. La question pour nous est comment est-ce que, effectivement, les pays les plus riches, parce que même s'il y a rigueur, on reste les pays les plus riches, comment est-ce qu'on vient en aide aux populations qui sont les plus pauvres sur la Terre et qui sont celles qui souffrent les premières de la crise. On a cru à un moment que, finalement, cette crise économique ne toucherait que les pays riches. En fait, ça
absolument faux. Ceux qui sont les plus touchés, ce sont les pays les plus pauvres, là où il y a le plus d'inégalités. Et on sait que les inégalités se creusent au sein des pays du Sud, au sein des pays du Nord, mais se creusent aussi entre les pays du Nord et les pays du Sud. Olivier Pi, vous pensez que l'enjeu du G20 est bien choisi? Parce qu'on n'a pas l'impression que ce soit la priorité des dirigeants qui sont des 20 premières puissances économiques qui sont réunies à Toronto. Je suis un optimiste, mais malgré tout réaliste. Donc non, certainement pas. C'est pas l'enjeu. Donc c'est vraiment extrêmement important de le rappeler. Et puis que ça devienne comme l'écologie, enfin quelque chose qui puisse être repris. Aidons les pays pauvres. Puisque nous sommes dans le monde de la mondialisation, nous sommes aussi responsables de leur souffrance, de leur pauvreté et de ce qu'elle coûte en vie humaine. Donc c'est ce que dit Madame me semble absolument plus important que tout ce qu'on a dit sur le football. Ça veut dire qu'il faut augmenter l'aide des pays riches vers les pays pauvres? Ça veut dire qu'il faut augmenter l'aide publique au développement. Tous les pays se sont engagés à augmenter l'aide publique au développement pour atteindre 0,7% du revenu national des pays. La France en est très loin. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a des pays européens, par exemple la Grande-Bretagne, qui ont décidé de mettre en place des plans de rigueur, mais qui ont dit qu'ils ne couperaient pas dans certains budgets, dont le budget de l'aide publique au développement pour les pays les plus pauvres. C'est un modèle à suivre, oui. Et malheureusement, en France, on en est loin. Et alors, quand vous voyez la polémique, il y a une grosse polémique parce que ce G20 est le plus cher de l'histoire des G20, 1,2 milliard de dollars canadiens, soit 940 millions d'euros. À titre de comparaison, le dernier à Londres avait coûté 24 millions d'euros. Ça vous inspire quoi de voir cette dépense? J'imagine que c'est pour des raisons de sécurité, parce que comme d'habitude, les sociétés civiles essayent de se faire entendre au moment du G8, G20. Alors évidemment, quand on est perçu par son président de la République, ou comme aujourd'hui nos collègues des ONG canadiennes sont en grande difficulté vis-à-vis de leur gouvernement qui ne veut plus les écouter. Donc c'est dommage, c'est normal qu'on essaie de se faire entendre. Malheureusement, il y a la sécurité qui se met là, et donc c'est pour ça que ça coûte si cher. Enfin, on a quand même construit un lac artificiel, ça ne doit pas être pour des raisons de sécurité. Mais non, ça j'imagine, mais j'espère que c'est pas pour faire du ski nautique. Oui, voilà. C'est de l'argent qui aurait pu être employé, par exemple, pour aider les pays pauvres. C'est de l'argent qui aurait pu être employé, par exemple, pour abonder un certain nombre de fonds qui viennent en aide aux pays pauvres, oui. On aurait pu aussi mettre en place des taxations internationales sur les marchés financiers. Ça aussi, on aurait pu le faire, mais on l'a toujours pas fait. Ça, la régulation financière, et notamment taxer les banques, c'est une piste qui est évoquée, mais qui, pour l'instant, n'est pas vraiment... Malheureusement, comme les questions environnementales ne sont pas à l'ordre du jour cette fois-ci, malheureusement. Alors Olivier Pi, chaque semaine, je demande à mon invité d'honneur d'amener un objet qui lui tient à cœur, qui est symbolique. Qu'est-ce que vous avez choisi? Voilà, j'ai apporté cette petite pièce de monnaie, qui est une pièce de 50 centimes de yens japonais, c'est-à-dire qu'on peut même tout juste s'acheter un bonbon. Enfin, il en faut deux pour s'acheter un bonbon. Mais c'est pour vous dire que je reviens du Japon, que je suis allé voir du théâtre au Japon et que j'ai trouvé ça absolument passionnant. Il y a partout dans le monde des artistes, quelquefois dans des situations extrêmement difficiles. Le Japon, bien que ce soit un pays riche, n'a pas une grande politique culturelle, qui font avec les moyens du bord des choses absolument héroïques. Et donc vous y trouvez une source d'inspiration peut-être? Oh oui, plus que d'inspiration, de joie. Vous n'allez pas ramener des spectacles du Japon pour les produire ici? J'aimerais bien. Très bien. Merci beaucoup en tout cas Olivier Pi d'être venu commenter l'actualité de la semaine et du jour avec nous. Merci à vous également d'être venu nous parler des enjeux du G20 qui commence donc dès demain à Toronto au Canada. C'était aujourd'hui le G8, les 8 premières économies mondiales. C'est la fin de ce 22h, mais la soirée continue bien sûr sur Public Sénat. À suivre notamment Jean-Marie Colombani qui invite ce soir Romain Goupil et Dominique Meyer. Très bonne soirée et sur Public Sénat. Objectivement, 24 ans, c'est une vie assez courte. Mais subjectivement, nous avons été confrontés